Bonjour Claire Estelle. Bonjour à tous. Alors ce soir, on a sur Commode TV l'entreprise Selectra qui est notre invitée pour nous aider à décrypter un peu l'actualité de l'énergie. Donc ce soir, c'est Café Débat, comme les mardis soirs Commode TV. Donc le but, c'est d'essayer de parler sans langue de bois. Tout le monde, effectivement, les gens qui interviennent et les gens qui posent des questions, je peuvent les poser directement à Claire Estelle ou me les envoyer par SMS, je serai leur relais. Donc le but, c'est qu'effectivement, on est libre de ses opinions, dans la mesure où c'est fait avec respect par rapport à la vie des uns et des autres. Donc la transition énergétique, c'est beaucoup de questions. Et le but, c'est d'essayer d'avancer, d'essayer de voir un petit peu les différents éclairages que chacun peut avoir, de manière à ce qu'on puisse effectivement rendre la transition énergétique plus compréhensible pour les Français et de pouvoir avancer en toute confiance dans cette transition. Alors, donc, Claire Estelle, je vous propose de nous présenter rapidement Selectra, pour ceux qui ne connaissent pas, de manière, en quelques mots, de dire ce que ça représente aujourd'hui, Selectra. Oui, tout à fait. Alors déjà, merci beaucoup pour l'invitation. Donc, Selectra a été fondée en 2007 par deux étudiants, Xavier et Orion, lorsqu'ils étaient encore à Sciences Po. Et ils ont décidé de fonder Selectra suite à l'ouverture à la concurrence du marché de l'électricité et du gaz pour les particuliers. Et l'objectif était simple, c'était d'aider les consommateurs à l'époque à choisir l'offre d'électricité ou de gaz la plus adaptée à leurs besoins, tout en leur faisant faire des économies. Donc le but était de les prendre par la main pour les aider à faire ce changement de fournisseur qui en plus à l'époque était donc tout nouveau et pouvait faire peur. Et donc le but était de faire de la pédagogie. Et depuis, on s'est rendu compte que plus globalement, la question des factures domestiques, c'est quelque chose qui est un petit peu rébarbatif. Ça prend du temps de comparer tous les prestataires qui existent sur chacun des marchés des factures domestiques, donc l'électricité, le gaz, mais aussi la téléphonie, Internet, l'assurance, les frais bancaires. Et donc depuis, Selectra est devenu plus globalement un facilitateur de la gestion des factures domestiques dans le but d'aider les foyers à gagner du temps dans la gestion de ces factures, mais aussi de gagner de l'argent puisque nous sommes un comparateur au départ. Et donc Selectra a été fondée en France en 2007 et aujourd'hui Selectra compte plus de 1100 collaborateurs dans 15 pays, principalement européens, mais nous sommes aussi notamment au Japon. Ok, merci pour Claire Estelle, pour cette synthèse c'est impressionnant effectivement de cette croissance de Selectra. Alors, on arrive un petit peu à la question un petit peu de ce café débat. Quel rôle peuvent jouer les comparateurs dans cette transition énergétique? Est-ce qu'effectivement, est-ce que avec le nombre de choix qui augmente chaque jour pour le consommateur, avec les offres que chaque fournisseur propose. Effectivement, c'est une vraie jungle. Donc, comment vous voyez-vous votre valeur ajoutée, effectivement, dans cette transition énergétique et comment vous vous positionnez actuellement dans cette transition énergétique? Tout à fait, vous parliez d'une jungle sur le marché des offres d'énergie. Je pense que c'est un bon mot, c'est un mot qu'on utilise beaucoup chez Selectra. En fait, l'avantage d'un comparateur, c'est qu'on a un positionnement macro général qui nous permet d'avoir un point de vue général sur le marché et qui, je pense, peut être très utile pour les foyers et consommateurs qui peuvent être un petit peu perdus parmi toutes les offres qui existent. Quels sont les différents fournisseurs qui existent sur le marché? Quelle est la différence entre une offre verte dite classique, une offre verte dite premium? Quelles sont les autres solutions qu'un fournisseur d'énergie? Est-ce qu'il existe des offres d'autoconsommation? Quels sont les bons gestes au quotidien pour moins consommer? Parce que c'est peut-être ça le vrai point aujourd'hui pour participer aussi à un monde de l'énergie plus vertueux. Ce qui est intéressant avec un comparateur, c'est que du coup, on a une vision globale de toutes les solutions qui existent sur le marché. Et un de nos objectifs, c'est de vulgariser tout cela, de mettre à disposition et d'agréger toutes ces informations pour le consommateur et de les lui rendre accessibles facilement pour qu'il puisse faire ses choix en pleine conscience et en fonction de ses convictions, de ses moyens.
Et je dirais que c'est ça la vraie plus-value d'un comparateur, c'est que contrairement à des acteurs qui ont une solution et une expertise sur un point, le comparateur va permettre d'avoir un petit peu un patchwork de toutes les solutions existantes et de les mettre à disposition des foyers. Après aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'un comparateur permet de donner de la visibilité à tous les acteurs, quelle que soit leur taille. On va parler des solutions de fournisseurs qui sont là depuis des années, parler des solutions plus novatrices de plus petits fournisseurs arrivés très récemment sur le marché. Et donc, on peut avoir un rôle un petit peu de boussole pour les foyers qui souhaitent participer à la transition énergétique à leur échelle, mais qui ne savent pas forcément quelle est la meilleure solution pour eux. Et donc, c'est un petit peu notre point. Et d'ailleurs, nous, ce qu'on fait chaque année, c'est qu'on met en place un palmarès des meilleurs fournisseurs sur le marché. Et on met notamment en place un palmarès du meilleur fournisseur vert, ce qui permet aux foyers qui veulent participer à la transition énergétique d'avoir des indicateurs clairs sur comment puis-je participer à la transition énergétique en choisissant un fournisseur qui fait vraiment la différence pour la planète. Par ailleurs, je dirais qu'il y a un autre point qui est intéressant en tant que fournisseur, en tant que comparateur, pardon, c'est qu'on a peut-être aussi un pouvoir de mobilisation qui est différent de celui d'acteurs plus singuliers et qui nous permet d'accélérer la transition énergétique parce que nous pouvons organiser notamment des achats groupés. Et notamment des achats groupés d'énergie verte. Qu'est-ce qu'un achat groupé ? Un achat groupé, c'est le principe de rassembler virtuellement des consommateurs qui souhaitent réduire leurs factures en négociant des prix de groupe grâce à la force du nombre. Et en 2019, pour la première fois, en partenariat avec le WWF France, nous avons fait un achat groupé d'énergie renouvelable. À peu près 50 000 personnes se sont préinscrites à cet achat groupé, ce qui nous a permis de négocier une offre d'énergie verte à tarif préférentiel auprès du petit fournisseur d'électricité verte et de gaz vert ILEC. Et ça a été une façon très concrète de mettre la transition énergétique à la portée de tous. Et je pense que c'est vraiment notre position de comparateur qui nous a permis de mettre en place ce genre d'opération, puisque nous avons une nouvelle fois cette vision globale du marché qui nous permet de mettre en concurrence les différents acteurs et de négocier des prix qui permettent donc de mettre l'énergie verte à la portée de tous. D'accord, d'accord. Très bien pour ce détail. Alors, il y a une question de Christophe qui dit « Qu'est-ce qu'un fournisseur vert ?» Alors, c'est une large question et c'est une très bonne question. Un fournisseur vert, c'est un fournisseur qui va vous proposer de l'électricité issue d'énergie renouvelable. Alors, il y a beaucoup de débats sur qu'est-ce qu'un fournisseur d'énergie vraiment verte. Il y a des niveaux. Par exemple, l'ADEME fait la distinction entre le fournisseur d'électricité verte classique et le fournisseur d'électricité verte premium. Mais très, très basiquement, un fournisseur d'énergie verte, c'est un fournisseur qui va vous proposer une énergie qui est issue d'énergie renouvelable. Ok. Effectivement, il y a plusieurs niveaux d'énergie verte. Pour rebondir sur la question de Christophe, il y a un peu comme dans l'agriculture. Il y a des agriculteurs qui ont des produits qui s'appellent agriculture raisonnée. Après, il y a le bio lointain, il y a le bio proche, bio local, etc. Il y a tout un tas d'étiquettes pour l'alimentaire. Le vert, c'est pareil. Tout à fait. Qu'est-ce Tout à fait. D'ailleurs, dans le vert, il y a effectivement des garanties d'origine qui viennent un peu complexifier un petit peu le paysage, dans lequel on achète l'énergie nucléaire ou gaz ou charbon et on rajoute un certificat. Et ça fait après l'énergie qui est commercialisée sous forme d'énergie verte. Qu'est-ce que vous pensez de ça par rapport à des fabricants comme ILEC, je crois, ou Enercop, qui sont un petit peu différents? Est-ce que vous avez défini une classification? Parce que vous faites un palmarès, vous avez dit tout à l'heure un palmarès des meilleurs fournisseurs. Pour définir un palmarès, il faut des critères. Comment vous arrivez effectivement, parce que c'est vrai que c'est des questions qui sont assez qui sont compliquées
Parce que aujourd'hui, par exemple, quand on parle avec les pro-nucléaires, ils disent oui, mais c'est n'importe quoi. Pourquoi l'éolien ou le solaire serait plus vert que le nucléaire alors que ça consomme par kilowattheure plus de CO2 d'après les pro-nucléaires. Après, ça se discute, hein, combien de CO2 produit le nucléaire, la personne ne le sait, je crois. En tout cas, ils annoncent des chiffres assez bas et ils disent bah oui, mais nous on est plus bas, donc du coup, il y a cette polémique autour de ce cycle vert. Est-ce que vous avez effectivement défini un palmarès et est-ce que vous avez en tête les critères qui permettent d'être bien noté ou pas? Est-ce que, bon, Bien sûr. apparemment, ILEC est bien noté, parce que ILEC a été attributaire de ce prix, parce qu'il n'y a pas que le prix qui est rentré en compte, je pense, il y a aussi la qualité du service, la qualité de l'énergie. Est-ce que vous pouvez nous orienter sur un petit peu la manière dont vous trier les fournisseurs par rapport à la qualité de leur énergie? Bien sûr. Alors effectivement, il y a, comme on se disait, il y a beaucoup de débats aujourd'hui sur qu'est-ce qu'une énergie vraiment verte, est-ce que le nucléaire est si peu vert que ça, l'hydraulique, est-ce que c'est si vert que ça alors que c'est amorti depuis, enfin beaucoup d'installations hydrauliques sont amorties depuis des années. Chez Selectra, nous avons complètement conscience qu'il y a tous ces débats et nous, notre objectif n'est pas de prendre position, mais de faire connaître toutes les positions qui existent pour que le consommateur puisse faire son choix en ayant pleinement conscience de tout ce qui existe sur le marché. Et du coup, dans notre palmarès, nous avons eu plusieurs critères. Alors, pour le fournisseur d'énergie verte, l'un des critères déjà, c'était de savoir si un fournisseur proposait que de l'électricité dite verte ou aussi du gaz vert, donc issu de la biométhanisation. Parce qu'on considérait que c'était important d'élire le fournisseur vert en fonction de sa réponse à tous les types de besoins. Donc le fait de proposer à la fois de l'électricité verte et du gaz d'hiver, c'était un point important pour nous. Par ailleurs, un autre point important pour nous, c'était de voir si le fournisseur, parmi les fournisseurs qui se disent verts, est-ce qu'ils ne proposent que des offres dites vertes ou est-ce qu'ils proposent des offres aussi classiques? Le fait de ne proposer que des offres vertes, pour nous, c'était un engagement plutôt positif, donc ça permettait de monter dans le classement. Nous nous sommes aussi basés sur la définition d'électricité verte premium selon l'ADEME, donc le fait d'acheter ces garanties d'origine directement aux producteurs d'énergie. Ça, pour nous, c'était un point positif qui permettait de remonter dans le classement. Par ailleurs, la production de l'énergie directement en France était aussi un point positif pour remonter dans le classement. Le fait qu'il y ait la possibilité de compenser les émissions carbone des clients, c'était aussi un point positif pour remonter dans notre classement. Et par ailleurs, chez Selectra, on a une conviction, c'est que l'énergie la plus verte, c'est l'énergie qu'on ne consomme pas. Parce que c'est à la fois plus vert pour la planète, plus vertueux pour votre portefeuille. Donc pour nous, c'était un critère important qui en plus est très cohérent, je pense, avec notre volonté d'être un comparateur de prix qui agit aussi pour le pouvoir d'achat. Et donc dans notre palmarès de fournisseurs verts, nous prenons aussi en compte le fait qu'un fournisseur propose des solutions qui permettent aux consommateurs de monitorer sa consommation. Il y a aujourd'hui des fournisseurs qui vous proposent des guides pour réduire de façon efficace votre consommation tout en préservant votre confort. Il y a des fournisseurs qui proposent des applications qui sont très développées dans ce sens-là. Et donc pour nous, tous ces critères-là, je vous ai cité les principaux, nous ont permis de monter notre palmarès, que nous améliorons chaque année en termes de méthodologie. Et effectivement, nous, quand on publie notre palmarès, on met en avant cette méthodologie pour que chacun, quand il consulte les résultats, sache ce qui a été pris en compte et qu'il puisse voir si ça correspond à ce qu'il souhaite pour consommer vraiment vert. D'accord. Ok. Donc, du coup, dans les critères, ne rentrent pas en compte les garanties d'origine ou la production vraiment verte. Le fait que ce soit des offres premium permet
au sens de l'ADEME, donc achat de D'accord, garantie d'origine directement au producteur, est un point d'accord, positif, même si c'est un critère parmi tant d'autres. d'accord, d'accord. Donc c'est l'achat premium, ok. Il y a eu donc effectivement l'ADEME a défini un critère, donc c'est soit on est premium, soit on est classique, hein, il y a deux types de verres. Là, ils sont en train de définir encore d'autres classes. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Comment se font ces critères de l'ADEME? Est-ce que vous avez eu des infos sur ce qui va être retenu ou pas? Est-ce que c'est encore défini ou ça reste encore un peu nébuleux? Alors, de ce que je sais, c'est en discussion. Je pourrais pas vous apporter d'informations très précises sur ce qui est en train d'être décidé. Ce qu'on sait chez Selectra, c'est que, en tout cas, il y a des positions différentes qui sont défendues par différents acteurs. Le côté premium n'est pas défendu par tous. Certains disent que ce n'est pas forcément beaucoup plus vert d'acheter ces garanties d'origine directement au producteur. Nous, chez Selectra, on s'attache simplement à mettre dans nos guides de consommation les différentes positions qui existent pour que chacun puisse consommer en fonction de ses valeurs et de ce qui lui semble être le mieux pour la planète. Ok, ok. Oui, mais du coup, effectivement, c'est toute la. Tout à l'heure, vous dites effectivement que vous êtes une boussole. Mhm. La boussole, ça indique une direction. Donc, effectivement, même si le choix revient à vos consommateurs finaux, vous avez bien besoin de prendre des décisions sur dire voilà, ça c'est mieux que ça, etc. Donc, c'est Mhm. quand même, donc Mhm. c'est pour ça que vous définissez des critères. Oui, Mais aujourd'hui, la, la question c'est euh, en termes de modèle économique, Selectra, vous êtes pas une assoce, hein, donc vous avez effectivement un modèle économique, vous devez vous aider les gens, donc vous créez de la valeur en rendant les choix possibles. De mhm. l'autre, vous êtes rémunéré aussi euh, euh, par des professionnels, par les fournisseurs, je pense. C'est ça votre modèle économique. Tout à fait. Donc du coup, Notre, notre... c'est pas trop difficile d'être rémunéré par des gens que vous évaluez, parce que c'est toujours un petit peu la difficulté qu'on a dans ce genre de rapport. Et comment vous faites pour rester indépendant, objectif? Est-ce qu'effectivement, votre force vient de votre. Et ce qui a fait votre réputation, c'est votre indépendance par rapport aux fournisseurs. Parce qu'effectivement, bah, voilà, si vous avez grandi et connu un tel succès, c'est qu'effectivement que les gens ont confiance en vous. Donc, vous avez battu cette confiance avec un ensemble d'opérations qui ont montré que vous étiez digne de confiance. Mais d'un autre côté, effectivement, vous êtes rémunéré par les gens à qui, effectivement, sont les fournisseurs. Comment vous faites pour garder le cap et définir une boussole qui entraîne les clients vers ce que vous voulez et pas forcément parce que je pense que vous devez subir des pressions de folie de la part des fournisseurs pour dire que chacun est le plus beau, vous devez être en contact régulièrement avec les chargés de com de tous les fournisseurs d'énergie qui eux presque prêchent pour leur parole, pour leur paroisse et qui veulent surtout pas que vous disiez du bien de leurs concurrents. Donc vous êtes là, vous recevez tous les arguments de tous les fournisseurs. Comment vous faites pour résister à ça et quelle est votre manière, votre méthode pour rester bien droit dans votre boussole? Alors déjà, un de nos principes, c'est de parler d'absolument tous les fournisseurs sur notre site. Dans notre D'accord, comparateur, toutes les offres sont répertoriées parce d'accord, que de toute façon, c'est notre objectif de donner la vision la plus large possible du marché aux consommateurs. Et cette exhaustivité, elle nous permet de nous garantir une neutralité. Nous, les petits comme grands acteurs, pour nous, sont acteurs et donc doivent être visibles dans nos contenus. Pour ce qui est du palmarès, notre tuteur, c'est notre méthodologie qu'on rend entièrement public pour que ce soit très transparent. Ce que je vous disais sur les critères, je ne les ai pas tous mentionnés, mais ce que je vous disais sur les critères pour élire le fournisseur vert, ce sont des critères qui nous semblent cohérents, qu'on rend public pour qu'ils puissent être critiqués si certains le souhaitent. Il y a quelques principes auxquels on croit pour
pour dire que c'est mieux, entre guillemets, de consommer telle offre si on souhaite être vert. C'est que pour nous, il vaut mieux privilégier une offre qui permet un mix énergétique qui n'est pas uniquement de l'hydraulique, mais qui va aussi un peu vers du solaire, par exemple, ou de l'éolien. On conseille aussi d'aller plutôt vers des offres qui permettent de consommer local, donc du produit en France, et de savoir d'où vient la production. Et donc ça déjà, ça fait ce sont des prises de position entre guillemets, mais on expose bien sûr toutes les convictions qui existent sur le marché aujourd'hui. Et je pense que quand on va sur notre site, on se rend compte qu'on publie énormément et donc on se fait un petit peu écho de toutes les voix qui existent aujourd'hui sur le marché. Et je pense que c'est ça qui crée notre crédibilité, c'est qu'il n'y a pas de prise de position unilatérale sur une solution. On essaye vraiment de montrer toutes les opinions qui existent aujourd'hui sur le sujet. D'accord, ok, très bien. Donc, ouais, ok, très bien. Vous avez parlé des nouveaux fournisseurs. Aujourd'hui, il y a combien de fournisseurs d'énergie électrique en France? Il y a une trentaine de fournisseurs qui proposent des offres aujourd'hui aux particuliers. D'accord. Il y a eu une accélération de l'arrivée de nouveaux acteurs ces dernières années. C'est vrai que le marché de l'énergie s'est ouvert à la concurrence en 2007, mais il y a eu enfin pour les particuliers, mais il y a eu plusieurs années où le marché n'était pas vraiment encore mûr, ou du moins mature. Peu d'acteurs finalement au tout début se sont saisis de l'opportunité alors que c'est vraiment un marché énorme. Et depuis quelques années, vu que le sujet a été beaucoup repris dans les médias, le fait qu'il est possible de changer de fournisseur, aujourd'hui on voit une arrivée sur le marché de nombreux acteurs, ce qui rend le travail de la comparaison d'autant plus pertinent, je pense. Et aussi l'envie des fournisseurs de se démarquer les uns des autres, alors que c'est très difficile. Le changement de fournisseur en soi, chez soi, quand on change de fournisseur, il se passe pas grand-chose. On ne change pas de compteur, il n'y a pas de coupure d'énergie. Ce qui change, c'est le logo sur sa facture. Ouais, Donc, il faut trouver des solutions pour se démarquer. Et une des solutions pour se démarquer aujourd'hui, c'est de vraiment s'investir en tant que fournisseur dans une énergie vraiment verte et de trouver des solutions pour accompagner ces consommateurs dans des solutions qui leur font faire la différence pour la planète. d'accord, très bien. Et du coup, 30 fournisseurs, chaque fournisseur a, je sais pas, peut-être 4-5 produits, 4-5 offres, je sais pas, à peu près, hein, donc ça Oui, fait, parfois plus. Oui. ouais, donc ça veut dire que ça fait 120 offres d'énergie. Donc c'est vous qui devez effectivement, à travers ces 120 offres d'énergie, guider les gens vers ce qui est le plus adapté. Donc, est-ce que cette diversité, parce que l'énergie a beaucoup augmenté depuis 13 ans, donc est-ce qu'effectivement, on entend des fois des gens qui sont un peu, qui traînent un peu des pieds en disant: «Oui, c'est bien beau cette ouverture, de la concurrence, mais est-ce que ça profite aux consommateurs? Parce que sur les 30 fournisseurs, et pourquoi s'il y a autant de concurrence, pourquoi les prix, augmentent sans arrêt? C'est ce que du coup, d'après dans l'idéologie, de la concurrence fait que plus on met de concurrents, plus les prix baissent. Là, on rajoute beaucoup de concurrents et les prix augmentent. Qu'est-ce qui se passe, quoi? Alors, en fait, en fait, généralement, il y a quand même beaucoup de gens qui se rendent compte qu'en changeant de fournisseur, il y a de très belles économies à faire. Alors, Le une très belle économie, c'est quoi, par exemple, pour vous? On dit qu'en moyenne, quand on change de fournisseur pour du tout électrique dans une maison, on peut économiser du 200 euros par an en ne changeant rien à son confort. Enfin, c'est-à-dire que c'est le même service et vous pouvez économiser 200 euros sur votre facture. Sur une facture de combien? De combien? Euh, c'est- C'est euh, ça, en ça fait combien? 200 euros 200 euros sur l'année pour une maison tout électrique. Sur une facture de combien? De 2 000 €?
En fait, on va peut-être plutôt parler en pourcentage, c'est du Ouais. 10 à 15% d'économie par an sur votre facture d'énergie en changeant de fournisseur lorsque vous êtes tout électrique. Alors, alors justement, nous, on a été questionnés parce qu'on nous pose beaucoup de questions sur ça. Parce que c'est vrai que 200 € par an, c'est vrai que ça dépend, parce qu'il y a des gens qui ont des factures de 10 000 € Bien sûr. par an, donc 200 €, ils se disent: C'est assez rien». Donc des gens qui ont 500 € de facture de par an, donc ils disent: 200 € c'est énorme, c'est divise par 2 ma facture. C'est pour ça que je pose la Bien question sûr. par rapport à quoi? 200 €, ça, Alors, pour moi, ça ne veut pas dire grand-chose. Alors après, vous m'avez répondu 10 à 15% d'économie. Alors on a eu aussi des questions, parce que c'est vrai que quand on annonce 10 à 15%, c'est sur la part énergie. C'est par rapport, parce qu'effectivement, quand vous payez 100 € à EDF, par exemple, prends EDF ou Total ou Engie, hein, quand vous payez 100 taxe. €, il y a un tiers de la facture, c'est les taxes, un tiers, c'est le transport, un tiers, c'est la part énergie. Donc quand on annonce 10 à 15%, c'est sur la partie énergie. Donc en fait, la baisse effective de la facture, quand vous payez 100 € par exemple, je sais pas, chez EDF et que vous changez pour un alternatif, et ben, vous payez 15% moins cher dans le meilleur des cas sur, la partie énergie, c'est-à-dire que vous allez réduire de 5% votre facture, en fait. Alors tout à fait. On peut Oui, arriver justement à un affichage de 20% des fois de réduction sur le prix du kilowattheure hors taxe. Et c'est vrai que quand on enlève toutes les taxes, on peut arriver jusqu'à 15, mais c'est vraiment quand on a une très belle réduction, non, mais c'est pas 15%. possible, c'est pas possible. Enfin, aujourd'hui, les meilleures offres, c'est 15% sur le tiers. Aujourd'hui, les meilleures offres, c'est donc du coup, au final, sur 100 € qu'on paye avant, on paye après 95 €, dans le meilleur des cas. J'entends complètement tout à fait. Vous avez complètement raison. Le fait que les taxes prennent un tiers de la Oui, place sur votre facture fait que quand on vous annonce une réduction de X% sur votre facture, en fait, ce n'est que sur la partie consommation. Mais d'accord. il y a aujourd'hui des fois des réductions qui sont très importantes, notamment lors d'achats groupés, où on peut obtenir des réductions encore plus importantes sur le prix du kilowattheure. Et au final, on peut arriver sur du 10, c'est vrai que 15% c'est beaucoup, plus du 10-12% de réduction globale de la facture. D'accord, OK. Alors c'est sûr, on voudrait bien, on ne pourra pas réduire votre facture d'énergie par deux en passant chez la concurrence. Cependant, moi je dirais que c'est déjà toute économie est toujours bienvenue, Oui, bien sûr. surtout dans un processus qui est tout à fait indolore, je dirais, où il y a vraiment pas beaucoup Il de y a pas temps à y d'effort. Ouais, passer. Enfin, c'est pas comme certains autres changements où vous ne savez pas. Enfin, il y a des cas où c'est quand même plus complexe. Changer d'assurance, par exemple, si vous avez des besoins spécifiques, si vous changez d'assureur, vous n'êtes plus sûr d'être bien assuré. Sur l'énergie, vous avez toujours le même gestionnaire de ouais, réseau. c'est clair. Votre compteur ne change pas. En fait, dans votre quotidien, ça ne change absolument rien. Mmh. Après, je suis tout à fait d'accord que je pense qu'on est beaucoup à se dire qu'on aimerait encore plus réduire notre facture. Et du coup, le fait qu'il y ait de la concurrence, même s'il y a une hausse des tarifs réglementés, les tarifs réglementés, ce ne sont pas du coup les fournisseurs qui les maîtrisent. C'est notamment, enfin, c'est décidé par le gouvernement suite à une préconisation de la CRE. Le fait qu'il y ait de la concurrence fait qu'il est toujours possible d'avoir une alternative qui coûte aujourd'hui moins cher que le tarif réglementé de l'électricité ou du gaz. D'accord, OK, très bien. OK, merci pour ce retour. Ensuite, donc vous dites qu'il y a 30 fournisseurs, à peu près, de fournisseurs d'énergie. Combien il y a de producteurs en France, qui produisent l'énergie, en fait, de manière massive? Quels sont, parce que c'est vrai qu'il y a les particuliers qui produisent leur énergie, donc mis à part les particuliers et les titres, combien il y a de personnes, en gros, qui produisent l'énergie, en France? Alors il y a EDF qui est un gros producteur avec le nucléaire, je pense qu'il doit produire 75% de la production française avec le barrage. Mais est-ce qu'il y a d'autres? Est-ce que Engie, est-ce que Direct Énergie, est-ce que c'est des producteurs d'énergie aussi, de manière massive? Alors, Nucléaire. de ce que je sais, généralement, les fournisseurs se tournent vers des producteurs
et je ne pourrais pas vous donner un chiffre. Non, non, c'est juste pour avoir l'ordre de grandeur. Et la tendance est à se tourner vers des tout petits producteurs. Donc, j'imagine qu'il y en a un nombre qui est assez difficile à définir aujourd'hui. Mais justement, la tendance, c'est aujourd'hui de se tourner vers des plus petits producteurs, notamment dans tout ce qui est biogaz, se tourner vers notamment des acteurs de l'agriculture qui mettent leurs déchets organiques au profit de la production de biométhane. Et je pense je pourrais pas vous donner un chiffre, mais je pense qu'il y en a aujourd'hui une infinité. Enfin, il y en aura sûrement plus demain. C'est l'objectif. Mais en termes de chiffres, j'aurais peur de vous dire une bêtise. D'accord, non, mais pas de problème. En termes de comparateurs, il y a aussi pas mal de comparateurs qui existent, qui ont été un peu, qui vous ont copié, hein, qui ont copié un peu le modèle de Selectra. Il y en a beaucoup de comparateurs en France. Alors, nous avons quelques acteurs qui sont apparus. Effectivement, Selectra était le premier historiquement à se lancer en 2007. C'était toute l'originalité du business model. Il y a d'autres comparateurs qui existent. Je pense que nous, ce qui fait peut-être notre différence, c'est qu'on s'est positionné pas uniquement sur l'énergie, mais aussi sur d'autres produits. On est aussi sur la comparaison des frais bancaires, on est sur la comparaison des offres de téléphonie, d'internet, et qu'on s'attache aussi beaucoup sur chacun des marchés qu'on étudie, non seulement à proposer un outil de comparaison, mais aussi des espaces d'information pour nous, le classement qu'on a dans notre comparateur, ce n'est pas forcément suffisant, selon nous, pour permettre aux consommateurs de faire un choix éclairé et raisonné. Donc, on s'attache beaucoup à couvrir l'arrivée des nouveaux acteurs, à couvrir l'actualité de chacun des marchés, pour que chacun puisse choisir son fournisseur comme selon ses convictions, et notamment dans le domaine vert, parce que comme le montre cet échange ce soir, je pense que c'est un sujet qui pose beaucoup de questions et qui est assez complexe. Et donc, nous, je pense que c'est ce qui nous différencie très certainement des autres acteurs. D'accord, donc c'est votre capacité à pouvoir comparer tout un tas de choses dans la maison, pas que l'énergie, mais toute de manière globale. Exactement, et de ne pas être uniquement dans l'outil de comparaison qui va vous permettre d'entrer. Pour nous, c'est très important, c'est notre outil principal à la base de permettre d'entrer quelques informations de consommation pour après avoir une estimation de combien vous payeriez avec tel ou tel fournisseur. Mais pour nous, c'est forcément important que ce soit enrichi par des contenus qualitatifs à côté. Et nous, c'est vrai que la production de contenu, c'est quelque chose qui est très important chez nous. D'accord, très bien, très bien. Donc ouais, pour éclairer les consommateurs. Une question par rapport donc à l'activité. Donc vous êtes un groupe européen, donc vous travaillez dans plusieurs pays. Est-ce que quelle est la météo? Quels sont les pays qui sont plutôt pionniers sur la comparaison? Ceux qui vous inspirent, vous dites tiens super, ils font des super trucs dans tel pays, faut qu'on fasse pareil, parce que c'est vrai que moi j'ai vu dans la partie transition énergétique et solaire, éolien, c'est vrai que les Allemands sont très en avance. Est-ce qu'ils sont aussi en avance sur la comparaison d'énergie, ou au contraire, ils ne sont pas forcément en avance? Et quels sont les pays qui sont un peu leaders en Europe et qui font pas bouger, qui mettent un peu un coup de pied à la fourmilière, qui essayent un peu de changer nos anciens modèles économiques? Alors en France, c'est vrai que comme nous étions les premiers arrivés sur le marché, quand on a commencé à grandir à l'international, en commençant par l'Espagne, du coup, on s'est retrouvé dans des situations qui étaient assez différentes. Déjà parce que la concurrence n'était pas la même, et parce que l'état du marché de l'énergie n'est pas forcément le même d'un pays à l'autre. Un pays qui est très challengeant, c'est le Royaume-Uni, où la comparaison, c'est un sport. donc nous avons des concurrents. Le changement de fournisseur est beaucoup plus naturel. Enfin, ça devient de plus en plus naturel en France, mais ça l'est déjà d'autant plus au Royaume-Uni. Mais du coup, c'est très intéressant d'aller sur ce genre de marché parce que du coup, on est face à un public qui
qui est très à l'écoute de ce que l'on peut proposer. Et nous, on peut apporter ce qu'on a appris en France. On a aussi beaucoup appris du marché belge sur les achats groupés, où les achats groupés sont quelque chose qui est pas mal développé là-bas. Donc du coup, ça c'est vrai que en allant sur d'autres marchés, on découvre des pratiques dont on peut s'enrichir pour d'autres pays. Sur un autre sujet, en Italie, on se rend compte par exemple que les compteurs dits intelligents, les compteurs connectés, ont été très bien acceptés par la population, contrairement aux polémiques qui existent en France autour de Linky. Et du coup, c'est vrai que c'est très intéressant en grandissant à l'international et donc notamment en Europe, de se rendre compte que les marchés ne sont pas du tout, les marchés ne sont pas du tout au même stade d'évolution et ne rencontrent pas forcément les mêmes difficultés et la même écoute des consommateurs. Et du coup, ça nous permet de nous améliorer dans chacun de nos pays grâce aux différentes expériences que nous pouvons avoir. D'accord, d'accord. Au niveau énergie renouvelable, parce que c'est vrai que c'est le thème principal de ce café débat, en France, on est assez en retard, je pense, en termes de commercialisation des énergies renouvelables. Je crois que j'ai vu des rapports comme quoi on était à 15% des factures des gens qui. Vous devez avoir des chiffres un peu plus précis que moi, mais j'ai cru comprendre que les Français n'étaient pas tellement prêts à payer plus cher pour avoir des énergies renouvelables au niveau des factures. Est-ce que vous avez des tarifs? Vous avez Alors, des chiffres à peu près sur les tendances? Alors, la tendance qu'on remarque, nous, quand on a des gens au téléphone qui nous appellent pour changer de fournisseur, c'est que quand on leur propose... Alors, en fait, nous, déjà, on a un objectif, c'est de casser le cliché, le cliché, qui est pas... de casser l'idée reçue que passer à de l'énergie verte, c'est forcément plus cher. Ce n'est pas le cas. Il y a plein de fournisseurs aujourd'hui qui font des efforts très importants pour rationaliser leurs coûts et pour proposer une offre d'énergie verte accessible à tous. Et on essaye, je pense, nous, dans nos contenus, dans nos échanges avec les foyers qui nous contactent, de montrer que oui, c'est possible de passer à de l'énergie verte en payant moins cher. Et quand il y a cette pédagogie là, on se rend compte que de plus en plus de gens, oui, ont envie de passer le pas, de passer le pas du verre en payant moins cher, et que on se rend compte aussi que quand on fait des achats groupés et qu'on demande aux gens, est-ce que vous êtes prêts à payer moins cher que le tarif réglementé, mais plus cher qu'une offre classique qu'on va négocier grâce à la force du nombre. Est-ce que vous êtes d'accord pour cela? Beaucoup de gens sont d'accord. C'est-à-dire que beaucoup de gens sont d'accord à faire un petit peu moins d'économies en passant à de l'énergie verte. C'est une tendance de fond, je dirais, depuis 2-3 ans qu'on constate parmi les personnes qui se tournent vers nous. Et l'an dernier, on a lancé donc un achat groupé avec le WWF d'énergie verte. On a eu 50 000 préinscrits. C'est un joli succès, je pense, alors que c'était très clair, je pense, dans l'organisation, qu'on était en train d'essayer de négocier une offre moins chère que les tarifs réglementés, mais que comme c'était de l'énergie verte qui demande des infrastructures qui peuvent être plus coûteuses, nous n'allions pas négocier des offres aussi peu chères que dans un achat groupé classique. On parlait des moins 20% sur le prix du kilowattheure tout à l'heure. C'était pas possible dans le cas d'un achat groupé d'énergie verte. On était très clair là-dessus. Et on a quand même eu un vrai écho avec cette opération, et notamment auprès de la population jeune. D'habitude, nos achats groupés d'énergie attirent notamment des populations seniors connectées. Et là, quand on a regardé un petit peu l'âge des personnes qui s'intéressaient à ce sujet, on s'est rendu compte que les générations les plus jeunes se tournaient vers nous et qu'il y avait une vraie appétence pour le sujet de l'énergie verte. Donc, oui, il y a peut-être un retard de la France de ce côté, mais qui, je pense, qu'il y a vraiment beaucoup d'acteurs qui aujourd'hui se donnent beaucoup pour que ça avance, et qu'il y a une attente et que les gens sont prêts, et qu'en plus, comme il y a aujourd'hui des solutions pour que ce ne soit pas forcément beaucoup plus cher ou même que ce soit moins cher, il y a toutes les chances pour que ça progresse.
Et je pense qu'il y a aussi une prise de conscience au-delà du fait de consommer vert, de consommer mieux. Je pense que une nouvelle fois, l'énergie qui est la mieux pour la planète et qui est la mieux pour notre porte-monnaie, c'est l'énergie qu'on ne consomme pas. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est très important pour nous chez Selectra et qui est très important pour beaucoup de fournisseurs. C'est d'accompagner les consommateurs pour faire de la pédagogie sur pourquoi l'énergie qu'on peut proposer aujourd'hui, elle peut être plus verte pour la planète, mais pourquoi aussi les éco-gestes que vous allez adopter au quotidien, c'est aussi ça qui compte et qui fait que vous allez consommer vert, que votre énergie soit une énergie verte premium ou une énergie verte classique, ou même pas une énergie verte. C'est aussi important de se dire qu'on peut agir en adoptant des petits gestes très simples au quotidien. Et ça, c'est quelque chose qui est aussi un fil rouge dans les contenus qu'on propose en énergie. D'accord. Une question, effectivement, ça fait plusieurs fois que vous dites effectivement l'énergie la moins chère, c'est celle qu'on ne consomme pas, en reprenant effectivement le slogan. Est-ce que vous proposez effectivement des travaux d'isolation? Est-ce que vous comparez les travaux d'isolation? Est-ce que vous proposez de changer de système de chauffage? Parce qu'effectivement, des gestes, les Français en ont conscience, tout le monde a conscience qu'il vaut mieux mettre un pull en hiver et mettre à 19, ça c'est les gens ont compris qu'il fallait éteindre sa lumière. Mais effectivement, les Français disent oui, mais moi je voudrais aller plus loin que réduire de quelques pourcents ma facture, je voudrais réduire de 20, 30, 40, 50% la facture. Est-ce que vous aidez en termes de votre rôle effectivement de conseil, de boussole, la boussole Selectra, dans cette jungle des tarifs, dans cette jungle des gens qui proposent du matériel? Quand vous allez voir un gars qui vend des panneaux solaires, il va vous dire qu'il faut mettre des panneaux solaires. Un autre, il va dire non, il ne faut pas mettre des panneaux solaires, il faut mettre une pompe à chaleur. Il vend des pompes à chaleur. Celui qui vend des fenêtres, il dit non, mais arrêtez avec les pompes à chaleur et les panneaux solaires, changez vos fenêtres. Est-ce que vous aidez les gens à comparer autre chose que les fournisseurs d'énergie pour réduire sa consommation à la base? Une fois qu'on a réduit sa consommation, le poids est moins fort sur son pouvoir d'achat. Alors nous, notre métier, notre cœur de métier, c'est vraiment la comparaison des fournisseurs. Mais comme vous dites, une solution vraiment très importante pour réduire drastiquement sa consommation, c'est l'isolation, les travaux. Alors ce n'est pas notre spécialité, mais nous, on s'attache vraiment à proposer une information complète au foyer. Du coup, sur nos sites, on a de nombreux guides qui vous permettent d'en savoir plus sur les pompes à chaleur, d'en savoir plus sur les aides qui existent aujourd'hui pour isoler son logement. Sans comparer les différentes marques, des pompes à chaleur ou non. Voilà. En fait, on va donner des guidelines qui permettent d'un petit peu s'y retrouver. Des critères pour que les gens puissent regarder, ensuite appeler différents fournisseurs de comparateurs et comparer eux-mêmes et d'être armés pour pouvoir comparer eux-mêmes. Mais c'est pas vous qui comparez. Exactement. Là, c'est vraiment donner des outils et permettre à chacun de se retrouver dans la montagne des informations qui existent pour avoir un petit peu une idée de ce qui pourrait être adapté à sa position. D'accord. Et donc, du coup, vous ne rentrez pas dans la comparaison est-ce qu'il vaut mieux avoir une pompe à chaleur Hitachi ou une pompe à chaleur Atlantique? Ça, c'est pas des sujets sur lesquels vous regardez, vous essayez pas, vous considérez que c'est même pas votre métier? On a notamment un guide sur les pompes à chaleur où on va vous mettre quelques comparatifs pour quelques cas particuliers. Après, on n'a pas un outil qui vous permet de remplir vos critères et donc d'avoir une marque spécifique. Vous aurez juste quelques premières idées qui vous permettent de voir, je pense, si c'est un sujet qui peut vous intéresser et qui va vous permettre d'aller creuser sur les sites plus spécialisés. D'accord, très bien. Merci pour ces précisions. Et du coup, toujours pour rester sur les services que vous proposez, effectivement, vous étiez au début à la création, donc il y a une vingtaine d'années, 17 ans, sur le comparaison d'énergie. Après, vous avez progressivement augmenté vos activités sur d'autres secteurs comme la téléphonie, les assurances, etc. Et Selectra dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, ça sera quoi? Est-ce que vous allez est-ce que vous avez communiqué déjà sur votre roadmap? Quelle place vous voulez jouer dans cette transition énergétique au sens global ou même sociétal? C'est quoi votre stratégie par rapport aux éléments que vous pouvez nous communiquer ce soir? Bien sûr. Nous, chez Selectra, on dit qu'on veut rendre le monde moins cher, plus clair, plus vert. Et notre objectif, c'est qu'on puisse faire ça dans le plus de pays possible. Donc là, on
on n'est plus uniquement en Europe, on est aussi au Japon, on est aussi au Brésil, on est aussi au Mexique. Et donc je ne vais pas peut-être m'avancer à la place de nos cofondateurs, mais je pense que notre objectif, c'est de proposer ces services au-delà du plus de frontières possibles. Après, généralement, on commence par l'énergie, parce que c'est un sujet qui intéresse un maximum de personnes. Ouais. Tout le monde a forcément besoin, tout le monde peut en tout cas être intéressé par une optimisation de son budget énergie. Après, tous les pays n'ont pas forcément un marché de l'énergie ouvert à la concurrence. Donc, a priori, l'idée, c'est d'aller vers toujours plus de pays où il est possible de proposer l'expertise que nous avons acquise au fil des années dans les différents pays que l'on a ouverts. Et donc, notre objectif, c'est de continuer sur une croissance que l'on a maintenant depuis plusieurs années pour essayer de faciliter la gestion des factures domestiques, toujours en ayant ce fil rouge d'essayer de faire avancer l'énergie verte en ce qui concerne les factures d'électricité et de gaz. Ok. Tout à l'heure, vous avez abordé la question du Linky. Linky en disant qu'effectivement, il y avait des pays qui étaient bien avancés, qui avaient fait avant nous, l'Italie notamment. Je crois que l'Allemagne est assez en retard. L'Allemagne, ils n'ont pas du tout de Linky, ou ils vont l'avoir dans quelques années. La polémique sur Linky, je pense que vous avez réfléchi, vous avez abordé le sujet. Pour vous, Linky, c'est quoi? C'est un ami, c'est un ennemi, c'est un problème, c'est une solution? C'est quoi votre vision, vous, par rapport à votre métier de comparateur? Qu'est-ce que ça a apporté? Est-ce qu'il y a un avant, un après? Qu'est-ce que vous en pensez de Linky? Alors, d'un point de vue du changement de fournisseur, Linky, c'est plutôt positif parce que, par exemple, si vous voulez changer de type de contrat, si vous voulez passer, par exemple, d'une option tarifaire heure pleine, heure creuse à une option tarifaire base, lorsque vous avez Linky, c'est beaucoup plus facile que si vous avez un vieux compteur et ça vous coûtera moins cher avec Linky. Donc, d'un point de vue fourniture pure, c'est assez pratique. Ça permet de lutter aussi contre la fraude. Ce qui est intéressant, c'est que c'est très spécifique à la France, la polémique autour de Linky. A priori, en 2021, d'après les projections, tous les compteurs communicants devraient être installés. Ce qui est intéressant aussi, c'est que Gaspard, qui est le compteur communicant pour le gaz, fait beaucoup moins parler. Je vous avoue que je ne sais pas trop pourquoi l'un fait plus parler que l'autre. D'un point de vue purement rationnel sur le côté gestion fourniture, c'est plutôt, je pense, une avancée. Après, je pense qu'il faut écouter aussi les craintes des consommateurs. Je pense que ça passe par de la pédagogie. Et peut-être des garanties autour des données qui sont dans Linky. Je pense que peut-être qu'avec le temps, la polémique va partir s'il y a des échanges entre ceux qui installent et les consommateurs. D'accord. Donc là, il y a Christophe qui fait un petit commentaire qui dit que l'Allemagne a choisi d'installer des compteurs communicants que pour les clients consommant plus de 6 MWh par an. Donc, effectivement, choisir ceux qui ont des grosses factures. Donc, c'est curieux parce qu'effectivement, c'est curieux comme stratégie parce que plus on va mettre d'énergie renouvelable dans le mix énergétique, plus on aura besoin de compteurs intelligents. Parce que si on n'a pas de compteurs intelligents, on ne pourra pas effectivement inciter les gens à consommer au bon moment. Parce qu'effectivement, Tout à fait. aujourd'hui, on se rend compte que on était jusqu'à maintenant dans une production d'énergie qui était plutôt flat, avec la production nucléaire qui est assez régulière sur toute l'année. Là, on rentre dans un mix énergétique qui est de plus en plus fluctuant, effectivement, Oui. notamment avec l'arrivée de nos voisins allemands qui produisent beaucoup, mais aussi en France, et même si on est très en retard sur l'Europe, on avance quand même. On se rend compte qu'effectivement, ça devient aussi important de consommer au bon moment
quand on regarde les marchés de l'électricité, on s'aperçoit qu'au sein d'une journée, surtout en ce moment, il y a des Oui. très grosses variations parce on arrive sur des pics de froid où l'énergie monte très haut et on est aussi en phase de confinement où l'activité est réduite. Donc effectivement, on a atteint des moments où l'énergie sur les marchés est à un prix négatif. Donc les particuliers, eux, ils ont un prix moyen qui est espèce de moyenne de l'année avec ses hauts, ses pics et ses creux. Aujourd'hui, Linky est fait pour pouvoir être capable de suivre 10 tarifs différents dans une seule journée, 10 tarifications possibles dans une seule journée. Est-ce que vous voyez arriver chez les fournisseurs? Donc, il y a je ne sais pas si vous avez vu aussi dernièrement, il y a eu un article de Plume sur les tarifs heure pleine, heure creuse. Alors, je ne sais pas si vous avez aussi votre vision là-dessus. Plume, en gros, a dit c'est une arnaque, c'est 450 millions d'euros qui sont extorqués de la poche des Français parce qu'il y a 450 millions. En supprimant demain les tarifs heure pleine, heure creuse, on ferait économiser 450 millions d'euros aux Français parce que vu le surcoût qu'il y a sur l'abonnement et que le peu de différence entre les deux Oui. tarifs, c'est pas rentable pour plein de gens. Donc, face à ça, alors est-ce que vous partagez cette analyse de Plume qui dit que ce tarif n'est pas intéressant? Et après, j'aurais une autre question sur les tarifs variables. Vas-y, dites-moi. Alors, sur la question heure pleine, heure creuse base, je pense qu'effectivement, en fait, ce qui est embêtant, c'est le prix de l'abonnement pour heure pleine, heure creuse, alors que effectivement, je pense qu'il faut de plus en plus avoir un profil très spécifique pour que ce soit intéressant d'avoir cette option tarifaire. Travailler de nuit, vraiment faire très 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 attention à sa consommation. Je ne saurais pas mettre un chiffre comme Plume Énergie sur combien ça fait perdre exactement aux ménages. Ouais. Mais je pense qu'effectivement, il y a beaucoup de ménages qui n'ont pas un profil de consommation qui est forcément adapté et pour qui ça a été intéressant à une époque, mais avec l'évolution effectivement du prix du kilowattheure en heure creuse et en heure pleine, fait que ce n'est plus une option qui est intéressante pour beaucoup. Et pour Linky, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a certains fournisseurs qui proposent des offres spéciales. Enfin, je pense qu'on va voir de plus en plus arriver des offres spéciales Linky qui vont vous permettre d'un petit peu suivre votre consommation au fil de la journée pour essayer d'optimiser votre consommation. Après, ça c'est la théorie. Dans la pratique, il faut aussi que les consommateurs se saisissent de l'outil, qu'ils activent la récupération des données de consommation dans leur compte Enedis. Donc, je pense qu'il y a du potentiel, mais qui est peut-être encore un petit peu lointain, où il faut que les offres soient compréhensibles de tous, que les polémiques autour de Linky s'apaisent, peut-être avec un dialogue avec les consommateurs, et que du coup, une fois que tout ça sera passé, chacun puisse se saisir de cela et qu'il y ait de la pédagogie sur comment chacun peut être acteur de sa consommation grâce à cet outil qui est Linky, qui pour l'instant est surtout vu peut-être comme un danger plus que comme un outil qui peut être utile pour optimiser sa consommation. Ok. On verra, je pense que les Français attendent. Il y avait effectivement Christophe qui fait des commentaires pour la tarification dynamique. Aujourd'hui, il n'y a personne qui propose une tarification dynamique parce qu'aujourd'hui, comme Linky est capable de pouvoir mesurer, de pouvoir inciter les Français à consommer plus à certaines heures que d'autres. Donc, on a vu que le tarif heure pleine, heure creuse, il est quasiment mort. Enfin, il est complètement obsolète, il est vieux, il n'est pas du tout intéressant. Il y a quand même Direct Énergie, je crois, qui avait sorti leur super heure creuse avec au milieu de la nuit. Il y a Engie qui a sorti son tarif week-end. Donc, on voit qu'il y a une appétence. Est-ce que vous le voyez tous les mois, des fournisseurs qui essaient de se décarcasser pour trouver des nouvelles idées. Et si possible, des idées qui vont dans le sens du consommateur, parce que sortir une nouvelle idée comme heure pleine, heure creuse, le consommateur paye plus cher qu'avant, c'est pas vraiment très innovant. Comment vous le voyez, vous, votre métier? Parce que du coup, ça va encore vachement complexifier votre métier, parce que tant qu'il y avait des offres fixes, mais quand les gens commencent à dire oui, mais vous savez pas si les gens consomment le week-end, la nuit, s'ils travaillent le jour, la nuit, ça va devenir, vos questionnaires vont devenir ça va devenir des romans, s'il faut connaître les gens par cœur. Vous avez complètement raison, et je pense que ça rend encore plus pertinent le fait de comparer, mais qu'effectivement, ça va demander
des efforts de développement très importants sur l'offre supérieure creuse. C'est intéressant que dans des cas très particuliers, par exemple quand on a une voiture électrique et que on la recharge à des heures très très spécifiques. Mais effectivement, il y a une question autour de ça. Il y a un potentiel d'optimisation de la consommation, d'optimisation de la facture, mais qui va nous demander, oui, un travail d'adaptation. Mais je pense que nous avons cette petite latence dont nous parlions, que pour l'instant, j'ai l'impression que le marché n'est pas encore complètement mature pour que ça soit complètement saisi par les consommateurs, mais c'est quelque chose auquel on se prépare, même si je pense que du coup, on a encore un petit peu de temps. D'accord, d'accord. Parce que c'est vrai que pour l'instant, il y a quelques fournisseurs qui proposaient la facturation dynamique, mais c'est pas encore. Aujourd'hui, c'est eux qui vont. Enfin, c'est pas le consommateur qui va décider, c'est surtout les fournisseurs. Pour l'instant, vous voyez pas sortir du bois des gens qui arrivent avec une nouvelle offre qui va un petit peu changer un petit peu des habitudes. Il n'y a pas d'innovation que vous ne voyez pas vous d'innovation arriver quoi. Par rapport Moi, à ça. Parce que, en fait, cette innovation n'était pas possible avant le déploiement de Linky. Comme on arrive là à Linky qui est presque déployé oui, à 80%, oui, on arrive maintenant à un peu la masse critique. C'est vrai que quand on avait juste 10% de Linky, on se dit bon, on va pas faire une offre nationale juste pour 10% des Français, mais là, on arrive à un déploiement qui est massif. Donc Linky oui, va permettre effectivement de pouvoir oui, savoir ce que les gens consomment le matin, l'après-midi, le soir. On va pouvoir les inciter à le faire ou pas. Quand on voit que l'énergie, plus on met d'énergie renouvelable, plus les prix varient, plus il y aura intérêt à le faire. Mais du coup, est-ce que vous le voyez ça ou pas du tout pour l'instant, c'est le calme plat ou alors c'est confidentiel et vous ne pouvez pas nous en parler? non, en fait, comme vous, j'ai vu passer du coup quelques premières offres Linky enfin spéciales Linky. Ah, qui fait ça? Par exemple, comme vous disiez, Total Direct Energy qui propose une offre supérieure creuse. Ouais. Il y a des tentatives, il y a des offres qui existent, mais qui pour l'instant, en fait, passent, je pense, un peu inaperçues parce que nous sommes encore dans la phase où déjà les compteurs sont en train d'être installés, mais on arrive au bout. Hein. On arrive à la fin là, l'an Mais prochain. je pense qu'il y a vraiment une phase qu'on n'avait pas forcément anticipée, mais qui va être nécessaire de redorer l'image du compteur, de montrer qu'il peut être vraiment utile pour optimiser sa facture, et que oui, il va exister des offres qui peuvent être intéressantes parce qu'elles peuvent être très personnalisées aussi en fonction de son profil. Mais je pense qu'on n'est pas encore tout à fait à cette étape, que les offres pour l'instant qui sortent, même s'il y a de l'innovation, arrivent sur un marché qui n'est pas complètement prêt. Parce que pour l'instant, Linky n'est pas forcément un compteur qui fait vendre une offre. D'accord, ok, très bien, très bien. Alors, une question que j'aime bien poser, parce qu'on arrive à la fin de ce café débat. Par rapport à vous, effectivement, ce que vous connaissez de cette transition énergétique, par rapport à ce que vous connaissez du métier de Selectra, de nous faire une vie moins chère, plus claire et plus verte. Euh, Quelle est la conviction que vous avez, la certitude que vous avez aujourd'hui, vous, en tant que Claire Estelle, et qui pourtant n'est pas partagée par beaucoup de gens. C'est-à-dire qu'est-ce qui vous est propre, une conviction que vous avez par rapport à ce qu'il faudrait faire, ce qui serait intéressant de faire, et pourtant vous dites, mais c'est bizarre, quand j'en parle, les gens ne sont pas forcément convaincus ou sont pas forcément, adhèrent pas forcément, alors je suis sûr que c'est une bonne idée. Alors, si vous n'avez pas de réponse dans le domaine de l'énergie, vous pouvez peut-être répondre de manière plus globale. Hein, je vous ouvre les portes. Hein, on n'est pas du tout là pour. L'idée, c'est que voilà, en tant que personne, en tant que citoyenne, quelles sont les convictions profondes qui sont au fond de vos tripes, qui vous fait lever le matin et qui vous donne la banane de parler de Selectra comme vous avez ce soir, et qui vous dit voilà, ça c'est ma conviction. Et pourtant, c'est bizarre, les gens, ils n'ont pas encore compris ça. Et ça serait super s'ils pouvaient comprendre ça. Alors, est-ce que ça existe? Alors moi, il y a un sujet, je sais pas, je pense que c'est plus qu'il n'est pas trop connu, qu'il n'est pas partagé. Ouais. C'est le sujet du biométhane. On en a parlé rapidement, je crois, dans un tout Oui, petit peu oui, plus oui. tôt, mais Oui. très très rapidement. On va Euh, écouter, pour je pense choisir. Hein, ouais. Je pense que c'est un formidable levier de transition énergétique, le biométhane, parce que ça permet de recycler des déchets qui, au lieu de laisser du méthane aller dans l'air, est transformé en une énergie dont nous avons de plus en plus, on a une consommation d'énergie qui est de plus en plus importante aujourd'hui. Et donc, je trouve que c'est une solution super vertueuse dont on parle assez peu.
Je sais pas, je pense que c'est plus que les gens ne connaissent pas plutôt qu'ils pensent que ce n'est pas une bonne solution. Mais voilà, dans les logements neufs, il ne sera plus possible d'être fourni en gaz très prochainement. Et il y a cette solution, moi, que je Ça vous embête, ça? Ça vous embête que les gens. je sais pas si ça m'embête, mais c'est vrai que je me dis que là, il y a une solution qui est existante, qui est très intéressante et qui gagnerait peut-être à être plus connue. Parce qu'en plus, c'est une source de revenus qui peut être intéressante pour ceux qui ont des déchets, des déchets verts. Et ça, je pense que c'est un sujet dont on gagnerait à plus parler et qui pourrait être une solution pour un monde plus vert. Ouais, c'est clair. Mais du coup, la méthanisation, ça représente quel pourcentage aujourd'hui? Vous avez l'ordre de grandeur? Parce que pour moi, c'était juste, ça représentait, Ça c'était démarre infime, ça représente oui. 2-3%. Enfin, Oui, ça démarre à peine, mais ça grandit assez vite. D'accord. Mais on est d'accord que le fait est que pour l'instant, ça représente une part vraiment toute petite de la fourniture de gaz en France. D'accord, d'accord. Et mais déjà, effectivement, même si on arrête de faire des logements neufs, avec du gaz, le neuf ne représente que 1 seul pourcent du bâti, donc 99, voilà, donc il va falloir 100 ans avant que le dernier bâtiment n'ait plus de gaz. Donc le gaz, même si ça, voilà, on va pouvoir mettre du biométhane pendant encore de nombreuses années, pendant au moins les 100 années qui viennent. Oui. Donc je pense que comme ça représente très, très peu de pourcents du mix, peut-être que ça représentera 100% dans 100 ans, mais il y a quand même des perspectives de développement qui sont importantes pour ce gaz bio. En parlant d'autres gaz bio, il y a Dominique qui parle de la méthanation. Est-ce que c'est un sujet que vous connaissez? Alors moi je le connais un peu, je peux répondre à votre place si vous voulez, mais non. Alors la méthanation, c'est la capacité de pouvoir faire du biométhane D'accord. à partir du CO2 qu'on récupère d'une cimenterie ou d'un endroit qui est très polluant, qui produit beaucoup de carbone, récupérer ce carbone, faire l'hydrolyse de l'eau et de pouvoir effectivement, avec l'oxygène et le carbone du CO2, refaire une méthane de CH4 de manière à pouvoir ensuite injecter dans le réseau de ville, de gaz de ville, de manière à. Et donc, c'est du gaz qui est bio, qui est écolo, dans la mesure où il capte le CO2 de l'atmosphère pour le faire brûler, qui va brûler et va repartir à l'atmosphère. Et c'est comme un arbre, en fait. Ça va dans l'atmosphère et ça revient en boucle. Donc, c'est quelque chose qui est assez intéressant et qui est aussi intéressant que la méthanisation, mais qui permet effectivement de dépolluer les sites très, très pollués en gaz. Voilà. OK. Alors, on va il y a une dernière question de Christophe Chauvet. Je ne sais pas si c'est une question ou un commentaire. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Oui, que la méthanisation, ce n'est pas si simple. C'est peut-être pour ça que on n'en parle pas autant que j'espérerais. J'imagine qu'effectivement, si c'était une solution miracle, on en parlerait beaucoup plus. Mais c'était juste pour partager une solution qui, je trouve, gagnerait en tout cas peut-être à être plus connue. Ok, ben en tout cas, on compte sur vous pour en être l'ambassadrice et de continuer à nous donner effectivement envie de consommer cette énergie verte, qu'elle soit électrique ou gaz. Et puis, merci beaucoup pour toutes ces réponses. Et puis, donc, le replay sera présent dès demain sur Coma TV. Merci beaucoup, Claire Estelle, pour ce soir. Merci beaucoup pour l'invitation. Et j'ai vu que quelqu'un demandait nos critères de notre palmarès vert. Oui. Si besoin, je peux vous les partager. Vous pouvez me l'envoyer, soit vous le mettez en commentaire, D'accord. là dans le chat, ou moi je le renverrai demain sur l'article qu'on vous publiera sur le site de Combrette. Parfait, bah, je vais vous mettre ça. Et là, envoyez-le moi par mail, parce qu'effectivement, comme je fais, Très bien. mais faites les deux, ça sera plus simple. Très bien. Merci beaucoup pour l'invitation. Avec plaisir. À bientôt. Au revoir.